Bon, shalom tout le monde, suite. Un rappel important, il peut arriver, pour de diverses raisons, qu'il y ait à la table du Seder un goy, ou une goya. Pour des raisons que nous n'allons pas discuter, mais le fait est parfois là. Il y a un problème dans le fait d'inviter un non-juif un jour de Yom Tov. Pour une raison très simple, c'est que, étant donné que la Torah nous a autorisé à cuisiner pour des juifs le jour de Yom Tov, s'il y a un non-juif, on risque de cuisiner aussi pour lui, de lui faire un café, de réchauffer de l'eau par exemple. Dans la mesure où cela se produit, il faut donc procéder comme le jour du Shabbat. Le Shabbat, on a le droit d'inviter un goy chez soi à la maison. Et dans ce cas-là, il faut ne rien cuisiner sur le feu, mais entièrement faire comme pour Shabbat avec une plata et tout le reste. Cette année, le problème ne se pose pas, étant donné que le jour de Pessah tombe un Shabbat. Cela peut être un problème dans la mesure où vous faites 2 jours. Alors, oui. Un goy noir est considéré comme un goy. De ce point de vue-là, oui, absolument. Le problème reste pour ce qui est du vin. Vous savez que le contact d'un goy pour une bouteille ouverte ou un verre versé rend ce vin impropre à la consommation d'un juif. Et donc, il faut dire à l'avance à ce goy ou à cette goya, voilà, ça c'est ta bouteille. Tu ne touches pas aux autres bouteilles. Elle est entièrement pour toi. On a mis une belle étiquette sur laquelle on a écrit... Pour les goy. Bon, enfin, bref, cette personne donc, pourra se servir de ce vin. Rappelez-vous une chose importante. Si vous versez du vin dans le verre d'un goy et qu'il tient le verre en main, ça disqualifie également tout le contenu de la bouteille. Faites attention. Et ça touche que la table, il a juste touché le verre pour pas qu'elle bouge. Il ne l'a pas levé. Il ne l'a pas levé, ça va. Mais s'il l'a levé, alors ça rend impropre à la consommation tout ce qu'il y a dans la bouteille. De même, s'il a déjà du vin et que vous rajoutez du vin qu'il a touché et que vous rajoutez du vin, c'est la même chose. Donc n'oubliez pas cela et tenez-en compte. Oui. Et s'il n'y a plus de vin? Non, pas rapport au goy. Au Pessah, il n'y a plus de vin. Mais Sharon a un problème. Il n'y a plus de vin. Et en supposant qu'il n'y a plus de vin, c'est fini. Il n'y a plus de vin. Alors, on ne peut pas presser des raisins pour en faire du vin le jour de Shabbat ou de Yom Tov. Alors, c'est râpé. Oui. Du vin mévouchal? Alors, le vin mévouchal. Alors, ce qu'on appelle le vin mévouchal, c'est un vin qui a été cuit. Certains considèrent que la pasteurisation est suffisante. Mais cette opinion est difficile à admettre. L'echatehilla, c'est seulement dans des cas d'extrême problématique que l'on peut se baser sur cette opinion. Voilà, oui. Toujours par rapport au goy. Oui. J'avais entendu une halakha comme quoi c'était interdit d'inviter un goy le soir de Pessah pour bien marquer la distinction. Alors il y a un autre problème. Quand il y a le sacrifice de Pessah, alors c'est interdit. Un non-juif n'a pas le droit de manger du sacrifice de Pessah. Alors certains ont été jusqu'à merci. Certains ont été jusqu'à élargir cette interdiction à l'ensemble de la soirée du Seder, ce qui n'est pas absolu, souvent pour des raisons qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas tenir compte de cette opinion. Cependant, il est bon de ne pas lui donner de l'afikoman, étant donné que l'afikoman est en souvenir du sacrifice de Pessah. Maintenant, nous continuons donc l'étude de la Haggadah. Après avoir fini donc les 10 plaies d'Égypte, ça finit également les drashot, les interprétations homilétiques faites autour des versets des Bikurim. Et alors, on a l'habitude de rajouter 3 braïtot. L'une de Rabbi Yossé Aglili, l'autre de Rabbi Eliezer et l'autre de Rabbi Akiva. Et ces 3 braïtot, d'ailleurs ici vous avez dans la page 8, vous avez Rabbi Yossé Aglili Omer, vous voyez ?
Après, vous avez Rabbi Eliezer Omer, vous voyez. Après, il devrait y avoir écrit Rabbi Akiva Omer, mais ils se sont plantés dans cette édition, ils ont oublié de l'imprimer. Ça arrive. En tout cas, Rabbi Akiva Omer. Donc, vous avez ici plusieurs manières de compter les plaies d'Égypte, accumulation de plaies. Et d'après, vous avez une sorte de cantique de louange, dans lequel on fait la liste des bienfaits que nous a fait le bon Dieu. Il y en a une quinzaine. D'accord? Ça finit à chaque fois par Dayenu. S'il avait fait seulement ça, ça serait suffisant pour le louer. Et s'il avait fait encore ça, ça serait suffisant pour le louer. C'est ça le Dayenu. À plus forte raison qu'il nous a fait tout ça, vous avez la liste encore des 15. Et ça s'arrête à la page 9. Alors si vous ouvrez à la page 9, vous avez ici un enseignement tiré de la Mishnah qui se trouve dans la Mishnah juste après le récit de la Haggadah. Alors, on a introduit cette suite de la Mishnah dans la Haggadah. Rabban Gamliel aya omer, Rabban Gamliel disait Kol shelo amar shloshat dvarim elu bapesach lo yatsa dechovato, celui qui n'a pas dit ces trois choses, c'est-à-dire dire, il n'a pas eu l'intelligence des choses, il n'a pas compris ces trois choses-là. Pardon. Lo yatsa dechovato ne s'est pas acquitté de son devoir. Quelles sont les trois choses à comprendre? Ve'eluel, Pesach, Matzah ou Maror. Certains les disent ensemble. Pesach, il s'agit du sacrifice. Matzah, il s'agit de la matzah, du pain azim. Et Maror, il s'agit des herbes amères. Voilà. Et c'est alors que l'on explique les différents éléments du Seder. Certains, à ce moment-là, lèvent le 0A. Le 0A, cet os avec de la viande grillée, en souvenir du Korban Pessah, comme si on soulevait le Korban Pessah. Certains disent surtout ne pas lever ça, pour qu'on n'aille pas penser que cet os fait partie du Korban, étant donné qu'aujourd'hui, on ne fait pas le sacrifice. Certains disent donc de ne pas le lever. Certains disent de se contenter de le regarder, certains montrent du doigt. Chacun selon son minhag. Et donc on explique la raison pour laquelle nos ancêtres mangeaient le Korban Pessah, puissions-nous de nos jours, vite et de nos jours, le manger nous aussi. Hein? Pourquoi ne le mangeons-nous pas aujourd'hui? Parce qu'on ne fait pas aujourd'hui le sacrifice de Pessah. Si on faisait le sacrifice de Pessah, on le mangerait. Mais comme on ne le fait pas, nous ne le mangerons pas. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le sacrifice de Pessah? Ceci est un sujet de cours en soi qui mériterait donc une étude. Voilà. Matzah zo. Alors après on prend la matzah. Le maître de maison prend la matzah et dit matzah zo. Cette matzah là. Il y a chez nos frères tunisiens un minhag qui consiste à faire passer la matzah de main en main. Après avoir fait tourner la matzah dans différentes directions en disant mais le texte est différent. Chez nos frères tunisiens ce n'est pas matzah zo, c'est matzah jou. Matzah jou. Et ça passe de l'un à l'autre. D'accord? Tout ça pour qu'on remarque que la matzah existe. Et alors on explique pourquoi est-ce que nous mangeons de la matzah. Après, on passe au maror. Le maror, la même chose. On prend le maror en main, c'est-à-dire le maître de maison prend du maror et dit maror zé. Non, chez les frères tunisiens, c'est maror G. Maintenant, il y a une coutume chez nos frères algérois qui consiste à prendre une feuille du maror et de la jeter par la fenêtre. Le lendemain de Pessah, à Alger, les rues étaient pleines de maror. Seulement, ça ne peut pas être fait le jour du Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de faire sortir quelque chose de la maison le Shabbat. Que voulez dire cette coutume? Hein? Que voulez dire cette coutume? Et vous voulez dire qu'on envoie l'amertume sur nos ennemis. D'accord? Donc on ouvre la fenêtre, on jette et on continue. Alors chez nos frères tunisiens, on fait passer le maror de main en main, marorgé. On explique ce que signifie le maror, l'amertume de la servitude. Oui. Même avec un héros, on a le droit de... S'il y a un hérouve, il n'y a pas de problème. Mais pas dans tout endroit, il y a un hérouve. Par exemple, en France, le hérouve est une chose très rare. Par exemple, quand la communauté juive de Marseille a fait le hérouve, ils sont allés voir le maire de Marseille, Gaston Defer, et ils lui ont dit, ils ont dû lui expliquer ce que c'était que le hérouve, parce qu'on doit acheter la ville du maire.
Et alors, ils lui ont expliqué que on veut mettre un fil, et que le fil, c'est comme si il y avait une muraille. Alors Gaston de Fer, qui n'était pas bête, leur a dit, mais dans ce cas-là, vous pouvez faire comme s'il y avait un fil. Bon, enfin, donc, ça c'est pour le maror. Une fois qu'on a fini ça, en fait, on a achevé le devoir de la Haggadah. Et c'est alors que commence quelque chose d'assez incroyable. Ce que commence, c'est le Hallel. Le Hallel, comme vous le savez, est un cantique assez long qui a cette particularité assez extraordinaire dans la soirée du Seder d'être récité assis, alors que d'habitude le Hallel se récite debout. Il se récite la nuit, alors que d'habitude il se récite le jour, sauf à Yom HaAtzmaut. Vous avez également un autre élément, c'est encore plus incroyable, c'est que ce Hallel est coupé en deux. On le commence avant le repas, on s'arrête, on mange, on fait Birkat Hamazon et on continue après le repas. C'est-à-dire c'est un repas en plein Hallel. Parce que le repas en question, c'était le moment où on mangeait le sacrifice. Donc, le sacrifice et le Hallel sont en fait une seule et même idée, c'est de louer le Créateur de nous avoir fait sortir d'Égypte. Et donc, on s'interrompt au milieu du Hallel. Mais alors, ça veut dire que ce repas est très différent des autres repas que l'on fait le Shabbat ou le jour de Yom Tov. C'est un repas de sainteté. D'où l'importance de ne pas dire n'importe quoi pendant ce repas-là. Par exemple, quand est-ce que tu reviens en Israël, quand est-ce que tu commences tes études et autres trucs de ce genre. D'accord ? Et ce qu'il faut faire, c'est dire des livrets Torah. C'est le moment de sortir tous les enseignements que vous avez appris pendant toute l'année, au Machon Mir, etc. Jusqu'à ce qu'ils disent, bon, ça va, on fait le Birkat Hamazon. Maintenant. Donc, on commence le Hallel par, vous voyez le mot là, lefichach. Alors, il y a aussi autre chose. En faisant ce petit morceau de Hallel, 2 paragraphes du Hallel, on lève la coupe. On lève la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On couvre les matzot. Les fichach, anachnu chayavim, les odot, les Hallel, les shabeach, les fer, etc. Il y a différents textes d'ailleurs, différentes versions. Et on finit par venomar les fanav. Certains disent shira hadasha, certains ne disent pas shira hada, Alléluia. Et alors là commencent les 2 premiers paragraphes du Hallel. Alors certains reposent le verre et donc découvrent les matzot. Certains lèvent le verre jusqu'à la fin de la Haggadah et donc ne découvrent pas les matzot. On commence ici ensemble, c'est important que tout le monde le dise, toutes les personnes présentes doivent réciter le Hallel ensemble, alors que pour la Haggadah, certains récitent la Haggadah ensemble, certains la distribuent entre les personnes. Là, tout le monde récite le Hallel. Alors vous avez le premier paragraphe qui commence par Alléluia, Alléluia Avdei Hashem. Le deuxième c'est Betzet Israël Mimitzraïm. Et alors arrive la bénédiction qui clôt la Haggadah. Cette bénédiction qui clôt la Haggadah, vous l'avez à la page 11. Très bien. Voilà. Oui. Si on sait que le repas va être, pas de divrei Torah, il n'y aura pas de divrei Torah, est-ce qu'on ne peut pas faire le Hallel d'un coup, manger un petit truc, finir, et après remanger, faire un truc, parce qu'on sait que ça ne se passera pas forcément à Vodat Kodesh. Non. Pas de, non. Non. Pas de. Non. Alors, à ce moment-là, on recouvre les matzot, puisqu'on lève le verre jusqu'au moment où on va le boire. Alors, la bénédiction est un peu longue. Elle est faite, vous voyez d'ici, de 6 lignes dans notre Haggadah. Et quand elle finit par Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. C'est là qu'on a fini la partie du Maggid. On s'est acquis d'avoir récité, d'avoir parlé de la sortie d'Égypte et que l'on a commencé le Hallel. Une fois que c'est fait, il n'y a plus de raison que le verre reste plein, on le boit. Comment est-ce qu'on fait pour boire un verre de vin ? Ce qui fait donc que on reprend donc la position vachement sympa, mais qui n'est pas très esthétique, qui consiste à s'affaler soit sur la table, soit sur son voisin, en se tenant la tête avec la main gauche et en buvant. Maintenant, quand on boit un verre de vin, il y a une bénédiction à faire, n'est-ce pas ? Boré, Péri, Agefet. Alors, il y a à ce propos 2 opinions. Certains disent, on a déjà fait Boré, Péri, Agefet lors du Kiddush.
Donc on ne va pas refaire Boré Pérea Geffen pour le deuxième verre. Certains disent non, pas du tout. Chaque verre est une mitzvah en soi, donc on va faire Boré Pérea Geffen pour chaque verre. Chacun fera selon la tradition ancestrale de sa famille, n'est-ce pas? Alors vous verrez donc que certains boivent sans faire la bracha et d'autres boivent en faisant la bracha, selon le minhag de chacun des convives, n'est-ce pas? Alors par exemple, pour vous montrer ça, c'est, voilà, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Il n'est pas nécessaire de boire tout le verre, il suffit d'avoir bu la majorité, n'est-ce pas? Une fois qu'on a fait tout ça, alors ce qu'on fait, on débarrasse les agadotes. On enlève les agadotes de la table, non, vous pouvez les laisser. Mais, pour une raison très simple, c'est qu'on va manger. Et que les agadotes, ça va gêner. Où est-ce qu'on va mettre la soupière? Où est-ce qu'on va mettre les salades? Où est-ce qu'on va mettre la viande? Donc on met ça de côté, on les redistribuera pour le Birkat Hamazon. Cependant, celui qui organise le Seder continue à avoir la Haggadah devant lui, parce qu'il y a des choses qu'il doit savoir lire. Alors on va se laver les mains, et là à nouveau nous avons deux manières de se laver. Soit faire un embouteillage à côté de l'évier dans la cuisine, soit refaire ce qu'on a fait lors de la première fois, c'est que une ou deux personnes vont laver les mains à chacun des convives avec une cuvette, un kéli et une serviette. Et l'usage est que la personne qui a lavé les mains aux autres se fait laver les mains par les autres aussi. Et après, bien sûr, on envoie l'eau dans l'évier. C'est pas toujours facile parce que souvent le salon est un peu à l'étroit et donc se tourner tout autour de tout le monde c'est difficile, mais ça vaut peut-être la peine. Donc on se lave les mains et on fait la bénédiction al netilat yadayim. C'est alors qu'on arrive à la consommation de la matzah. La consommation de la matzah est une mitzvah. Alors maintenant il y a un petit problème. Nous avons à table 2 matzot et demi, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Alors si je prends ici la matzah d'en haut, la demi-matzah, et encore une matzah entière. Alors, 2 matzot, parce que c'est Yom Tov. À Yom Tov, on fait l'Echem Mishneh. Une matzah et demi, parce que c'est le pain de pauvreté. Donc on prend une matzah et demi. Alors comment faire l'accord entre les deux? Nous avons 2 bénédictions. L'une qui est Amotzi Lechem Minares, puisque c'est un pain. Et la deuxième bénédiction, Asher Kideshanu Mitzvotav Vetsivanu Alachilat Matzah. La recommandation du Rav Ovadia Yosef, qui à mon avis est bonne, c'est on fait, le maître de maison fait à Motzi Lechem Minaretz avec les 3 matzot, il laisse tomber celle d'en bas et continue Asher Kideshanu Mitzvotav Vetsivanu Alachilat Matzah. Qu'est-ce qu'on fait quand on rompt le pain un jour de Shabbat ou de Yom Tov? On le met dans le sel, n'est-ce pas? Eh bien, il y a à ce propos 2 opinions. Il y a l'opinion de nos frères séfarades, qui est qu'on trempe la matzah dans le sel. Il y a l'opinion de nos frères ashkénazes, qui est qu'on ne trempe pas la matzah dans le sel, parce qu'il y a le devoir d'avoir le goût de la matzah. Or, le sel change le goût. Cependant, si par exemple, il y a quelqu'un pour qui il est difficile de mâcher, il peut tremper son bout de matzah dans l'eau uniquement, pas dans du jus de fruits, dans de l'eau pour l'adoucir, tandis que l'eau est inodore et incolore et insipide, n'est-ce pas? Bon. Donc, on prend de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le maître de maison va donner à chacun un kazaït, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un petit problème. C'est que quand le maître de maison il fait le hamotzi, il mange son kazaït. Donc les gens vont attendre. Alors il faut qu'il se dépêche. D'accord? Il prend son kazaït. Comment est-ce qu'il le prend? À coudée, évidemment. N'est-ce pas? À coudée. Chacun va prendre également un kazaït du maître de maison et chacun va le manger à coudée. Maintenant, il est difficile, dans l'état actuel des matzot, de donner un kazaït de matzah à chacun. Ce que l'on fait donc, c'est que le maître de maison donne un kazaït, un petit bout à chacun, et chacun complète avec les matzot qui sont disposés sur la table à l'avance pour le fait. D'accord? Bon, tout cela est très bien.
Mais il y a ici un problème, oui. Le goy par rapport à la matzah, il y a un problème. Non, par rapport à la ficomane, il y a un problème. Quel est le problème par rapport à La ficomane est un souvenir du Korban Pessah. Comme un goy n'a pas le droit de manger du Korban Pessah, il est bon donc de ne pas lui donner ce qui est en souvenir du Korban Pessah. S'il touche ou quoi, c'est pas un problème. Pas de problème. D'accord. Oui? Pour compléter le kazaït, ça peut se faire avec une matzah qui n'est pas shmura. Non, il faut une matzah shemura, puisque c'est la mitzvah de manger un kazaït de matzah shemura. Certains, se basant sur l'opinion du Beth Yosef, disent qu'il faut prendre 2 kazaïts. Cela est valable dans la mesure où le kazaït est pris de la matzah centrale. Mais à partir du moment où c'est pris de la matzah rajoutée, il n'y a pas besoin de prendre 2 kazaïts. Pourquoi? Ben pour une raison très simple. Pourquoi 2 kazaïts? Parce que tu ne sais pas si tu prends le kazaït de Shabbat, enfin de Yom Tov, ou le kazaït de la mitzvah. Mais étant donné que là, il n'y a pas de différence entre les 2 sortes de matzah, donc il n'y a pas de différence. Maintenant, si vraiment tu veux prendre 2 kazaïts, étant donné que chaque kazaït, c'est un tiers de matzah, donc tu prends 2 tiers de matzah à tout casser, de toute manière, tu as pris, selon l'opinion des Marmirim, tu as pris quand même un kazaït. Hein, d'accord? Et le deuxième étant Midera Banan, ça fait que des Rabanan des coups là. Voilà. Bon, ça c'est pour la matzah. Une fois qu'on a réussi, donc ne prenez pas trop de matzah parce que maman a préparé et donc vous faire honneur à son repas. Après on arrive au maror. Le maror c'est pas drôle. C'est pour ça qu'on dit vous trouvez ça maror vous. Et donc le maror n'est ni une matzah ni du vin. Donc il ne se mange pas à coudée. Tout simple. Alors, maintenant, avant de manger le maror, on le trempe dans le haroset, mais on ne laisse pas de la haroset sur le maror pour que le goût de l'amertume reste. N'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi le maror en fait comme herbe? C'est quoi? Ce que vous avez ici est une laitue romaine, d'accord, qui est la laitue courante en Israël. Ce qui est, en hébreu, chassa, c'est la meilleure option du maror. Seulement, dans la Mishnah, on mentionne 5 sortes d'herbes qui sont le maror. Par exemple, la tradition dans la famille de Rachi, et encore chez les juifs hollandais, c'est de prendre des endives. Les endives sont considérées aussi comme une forme de maror. Et il y a moins de problèmes de verre, pour ceux qui ont des problèmes avec le verre, des verres. Et certains prennent également du réfort et affirment qu'il s'agit du tamcha, qui est également mentionné dans la Mishnah. Le réfort est difficile à manger, il est très fort, et c'est difficile d'en manger un kazaït. Alors certains mélangent un peu de réfort avec la romaine, certains font la différence entre le maror et le korer. De manière générale, il est mieux de se servir du maror, qui nous savons être authentique, la romaine. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas amer. C'est très simple. Ce n'est pas amer parce qu'on coupe les laitues en question, on les cueille avant qu'elles ne deviennent amères. Si on laissait en terre la romaine plus longtemps, elle aurait un goût amer. Et on ne perd pas la mitzvah dans ce cas-là? Non, on ne perd pas la mitzvah. Ceci a déjà été traité au 19e siècle par Rabbi Avraham Hamaoui. Le fait même que c'est une herbe qui pourrait être amère suffit. D'accord? Elle n'est pas amère, elle est agréable à manger. On a l'air un peu d'être des vaches quand on mange des herbes, mais c'est très bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on trempe quand même dans leur haroset? D'après la Guémara, c'est pour tuer un ver s'il y en avait. Mais on ne laisse pas le haroset sur le maror parce qu'on veut garder le goût de l'amertume. Et alors, on fait la bénédiction, Asher Kideshanu Bemitzvota Vetzivanu Alachilat Maror, et on mange un kazaït. Comment est-ce qu'on le mange? Pas accoudé. L'amertume n'est pas une liberté. Être accoudé, c'est une position d'homme libre. Là, je ne suis pas un homme libre. Je parle ici de l'amertume de la servitude. Donc je ne peux pas manger le maror accoudé. Je le mange
non accoudé, oui. Mais comme expliqué dans le cours précédent, c'était pas aussi l'amertume de la délivrance? Il y a ça aussi. Bon. Maintenant... On a pas le droit de mettre autant de recette qu'on en vient. Non, pas dans le maror. Après, on arrive au korer. Alors, le korer, c'est quoi? Le korer, c'est pour satisfaire l'opinion de Hillel. Il y a deux opinions dans la Mishnah. Comment est-ce qu'on mangeait le maror? Est-ce qu'on le mange avec la matzah ou la matzah séparément du maror? D'après Hillel, il faut manger la matzah avec le maror. Comme la discussion n'a pas été tranchée dans la Gemara ou dans la Mishnah, alors on fait les deux opinions. On satisfait l'opinion qui est qu'il faut séparer la matzah du maror, on mange matzah et après maror. Après, on prend la matzah avec du maror. Et alors là, on prend un kazaït de maror, à nouveau, de ce qui en reste. Et alors là, on prend autant de recettes qu'on en veut. On s'en met à cœur joie. Et on prend également un kazaït de matzah, de la troisième matzah, puisque c'est qui n'a pas été utilisée. Et on mange donc deux kazaïd, un de maror, un de matzah, avec autant de recettes qu'on veut, parce que là, le problème du goût de l'amertume ne se pose pas, puisque c'est mélangé à la matzah. Et ça se mange comment? Accoudé. Vous allez dire, il y a du maror. C'est vrai, mais il y a de la matzah. Hein? Oui, mais recette, c'est pas vraiment une mitzvah. D'accord? C'est en souvenir du mortier de la servitude. D'accord? Donc, matzah, maror et charoset, et ça se mange accoudé. D'accord? Bon. Et on dit la fameuse phrase Zecher le mikdash ke Hillel, en souvenir de ce qui se passait dans le mikdash, comme selon l'opinion d'Hillel, et on explique pourquoi est-ce que Hillel disait ça. Voilà. Le problème, qu'est-ce qui se passe le jour où nous renouvelons la consommation du Korban Pessah? Est-ce qu'on mangera avec également de la viande du Korban ou pas? Il y a une marloquette à ce propos entre le Rambam et le Rahavad. Quand viendra le moment, on tranchera. Oui. Comment ça marchait logistiquement parlant? Si tout le peuple d'Israël fait des corbanotes, la semaine de Pessah, c'est des milliers de bêtes. Oui. C'est spécial. Quel problème? C'est pourquoi? Non, c'est dans le temple, ne venait pas tout le monde. Venait chacun avec un mouton pour une centaine de personnes. D'accord? Et vous savez, menouya. Non, chacun, disons, tu as 100 personnes à alimenter, tu te ramènes avec ton mouton, tu es tout seul. Tu viens au nom des 100 personnes qui doivent être menouïm à l'avance. N'est-ce pas? C'est suffisant. Et comment? Ça peut être pour 300 personnes. Peu importe. Tu fais un seder gigantesque. Tu donnes un kazaït à chacun de Korban. Il faut rêver qu'il soit après ma table de Pessah. Quoi? Après, une fois que c'est fait, tu vas avec ton mouton déjà égorgé, dépecé, salé, tout ce que tu veux. Pas salé. Tu l'amènes dans la maison où tu fais le seder. Où est-ce qu'elle se trouve cette maison? À Jérusalem. C'est-à-dire tout le peuple d'Israël se ramène à Jérusalem, il y a des sdarim à n'en plus finir, et chacun se ramène avec son mouton, et alors on mange à cœur joie, c'est vachement sympa. Maintenant, le Hallel se récitait sur les toits. C'est-à-dire tout le monde sortait après sur le toit pour faire le Hallel ensemble, toute la ville de Jérusalem, un truc incroyable. Bon, ça c'est donc pour le Korer. Une fois que vous avez fait ça, alors même le maître de maison met ça à Gada à part, et on amène le repas. Le repas est en souvenir de quoi? Du Korban Chagiga, du deuxième sacrifice, celui qui était cuisiné. On ne mange pas de viande grillée, justement, le soir du Seder, pour qu'on n'aille pas le confondre avec le Korban Pessah, sauf chez les Yéménites. D'accord? C'est pas l'œuf qui... Alors, il y a également l'œuf cuit, qui est en souvenir du Chagiga, et donc certains le mangent. Il y a des communautés, par exemple chez les Juifs d'Alep, où chacun des convives mange un œuf. Certains, la communauté d'Oran, donnent l'œuf au premier-né de la famille, qui mange un œuf. D'accord? Certains laissent l'œuf tout court. Certains ne le mangent pas, certains le mangent le lendemain, peu importe. D'accord? Là se fait le repas. Une fois le repas achevé, qu'on a bien tout mangé et bien bu et tout le reste, c'est alors qu'on se prépare au Birkat Hamazon. Non. On ne fait pas le Birkat Hamazon avant d'avoir pris le dernier morceau de matzah, qui est l'afikoman. Où est l'afikoman? J'ai En vélo. Hein? Il est dans l'assiette à mon avis. Dans l'assiette. Ouais, personne ne l'a chippé? Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Allez, je négocie. Une grave routa.
Une chavruta. D'accord. Combien d'heures tu veux? Oh, 6 heures. 6 heures. Très bien. Combien de fois par jour? Bon. D'accord. Alors donc, on prend la ficomane, on en distribue un kazaït à chaque personne. Dans l'état actuel des matzot, il est très difficile d'avoir un kazaït pour chacun des convives, ce qui fait qu'on distribue un petit morceau à chacun et qu'on complète avec les matzot qui sont devant nous. Mais comment est-ce qu'on les mange? À coudée. On prend le kazaït et on mange à coudée. Si on ne l'a pas fait, il faut le refaire. D'accord? Comme nous l'avons dit déjà tout à l'heure, les superstitions sont autorisées. On a le droit de se dire qu'un petit morceau d'afikoman nous sauve des naufrages, mais ça ne dispense pas d'en manger. Il faut donc manger de l'afikoman. Et alors on se prépare pour le Birkat Hamazon. Comment est-ce qu'on fait le Birkat Hamazon? Hein? Pas du tout. Pas du tout. On remplit le verre. On remplit le verre, c'est le 3e. Et on ramène les agadotes. Hein? Il n'y a plus de matzot à couvrir. Il n'y a plus de matzot à couvrir, c'est fini. Le plat, tout ça a disparu. Oui. Il n'y a pas un minag justement de couvrir le pain quand on fait birkat? Si il y a un verre, oui. S'il reste, alors on peut. Maintenant, donc on remplit le verre et on fait le Birkat Hamazon avec le zimoun, shirama alot, tout le bazar. Non, ça, laisse tomber. Laisse tomber. Bon. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, vous savez, faire le Birkat Hamazon n'est pas facile à tout le monde. Alors, il y a deux options. Soit on le chante ensemble. Mais alors, dans ce cas-là, il y a celui qui a son noussar machin, l'autre il a son noussar autrement. Et alors, c'est pas très facile. Il y a une autre possibilité, c'est de respecter la halakha originelle. La halakha originelle dit que il y a une seule personne qui fait le Birkat Hamazon et les autres répondent Amen. Cet usage qui est l'usage originel du point de vue de la halakha, et je le respecte chez moi pour la soirée du Seder, afin d'éviter d'attendre inutilement une personne qui annonce et qui a des difficultés à faire le Birkat Hamazon. D'accord, il y en a toujours quelqu'un. Si tout le monde est baki dans ça, on peut faire tout ça. Tout le monde est baki? On peut faire tout le monde dans son coin. Non, mais c'est mieux qu'il y ait une personne. Okay. C'est toujours mieux qu'il y ait une personne qui fasse le Birkat Hamazon et que tout le monde réponde Amen. Berov Am Adrat Meler, c'est plus noble, c'est plutôt que chacun fasse séparément. C'est la Gemara qui le dit, et ça a toujours été l'habitude en Afrique du Nord, jusqu'à ce que triomphe l'individualisme, même dans la religion. Même le Shabbat, Ouais, même le Shabbat ou tous les jours. S'il y a plusieurs personnes qui font, par exemple, vous avez une quinzaine de personnes qui sont ensemble à table, au Mahon Mir par exemple, s'il y en a un qui fait Birkat Hamazon et les autres répondent Amen, c'est mieux. Ouais. Il n'y a pas un risque que juste répondre Amen, on ne le fasse pas. On dit juste Amen quand tout le monde dit Amen. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il faut un petit signe. Par exemple, un petit drapeau. D'accord? Celui qui lit le Birkat Hamazon, au moment où il va dire Baruch Ata Hashem Hazan et Akol, ou Hazan Bahamav et Akol, voit un peu autour de lui, fait du boucan, laisse son drapeau, tout le monde effrayé, Amen. Voilà. Baruch Shem. Rien entendu, pas rien entendu, mais c'était pas présent au Birkat Hamazon. Ah, on va les rendre présents. On va les rendre présents. D'accord? On peut préparer ça à l'avance. Toi, tu es responsable de celui-là, tu es responsable de celui-là. Ça fait partie du sport. Bon. Donc, on finit le Birkat Hamazon, on arrive Hashem Oz Le'amoiten, Hashem Varech et Amo Bashalom, ou bien Ose Shalom Roma, Ose Hashem Alenu Kol Israël Amen. Ajoute Baruch Sidna et Moussa Ben Amram et tous les machins. Et on boit le 3e verre. Pour boire le 3e verre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une bénédiction d'abord. Faire une bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Est-ce que tout le monde l'a fait? Oui. C'est la bénédiction qui vient après le Birkat Hamazon, donc tout le monde fait la bénédiction pour le 3e verre. Contrairement au 2e verre où c'est controversé, pour le 3e verre, tout le monde dit la bénédiction Boré Priya Geffen et boit le verre comment? Accoudé, n'est-ce pas? Accoudé, comme ça. Ça te gêne? Pas du tout. Ah bon, d'accord, bon. Pour la Méziga, les verres, on doit. C'est une halakha, c'est une halakha. C'est quoi la misiga? Vous entendez quoi? Vous mélangez? De mettre quelques gouttes d'eau dans le verre. Non, c'est pas nécessaire dans nos vins à nous. En nos vins à nous, c'est pas comme ça. C'est le vin de l'époque d'Eretz Israël, donc c'est des vins très forts. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, donc le verre a été rempli avant le Birkat Hamazon et il est bu à la fin du Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'on fait après avoir bu le 3e verre? Non. Hein? On remplit le 4e. On remplit le 4e verre. D'accord? On remplit le 4e verre
sur lequel on va réciter le Hallel. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Il y a un très bel usage qui est d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte et de dire Baruch Haba. À qui est-ce qu'on dit Baruch Haba? Eliyahu Hanavi. N'est-ce pas? On attend qu'il arrive avec qui? Non, avec le 5e fils, celui qui va venir au Seder. J'ai trouvé ça dans la rue, c'est à vous? Bon. Alors on dit des phrases qui sont très choquantes pour des âmes sensibles. C'est Shefor Hamatecha El Agoyim Asher Lo Yidarucha, déverse ton courroux sur les nations qui ne te connaissent pas. Val Mamlachot Asher Bishimcha Lo Karaou, et sur les empires qui n'invoquent pas ton nom. Ki Achal et Yaakov, car ils ont dévoré Jacob, Vetnaveu et Chamou, et détruit sa demeure. Alors il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est n'importe quoi. C'est très bien de dire du mal de nos ennemis, d'accord? C'est des nations qui ont détruit le temple, etc. Il y a différentes versions, il y en a qui ramènent plein de versets contre les goyim, il y en a qui n'en ramènent pas beaucoup, mais enfin de toute manière, il y a cette version-là. Et alors, on continue le Hallel. Où est-ce qu'on le continue? Là, on l'a arrêté. On a arrêté à l'Olanu. Alors on dit l'Olanu Hashem, l'Olanu, c'est la page 16 chez vous. Ce Hallel est très long. C'est le Hallel le plus long de l'année parce qu'il comprend en lui 3 Hallels. D'abord le Hallel habituel, et puis le Hallel Agadol, c'est les 26 versets qui finissent par Ki Leolam Chasdo, et Nishmat Kol Chai. Donc tout ça, c'est un très long Hallel, et il est très important que tout le monde le récite. En général, c'est le moment où il y a des gens qui sont fatigués, alors il faut leur dire voilà, bon. Et on continue, donc on dit tout le Hallel. C'est bien de le chanter, il y a des tas d'air, etc. Ça peut être sympa. On peut également le diviser entre différents chazanim. On finit le Nishmat Kol Chai. Maintenant, la bénédiction qui finit le Hallel, il y a deux opinions différentes. Vous avez par exemple celle qui est à la page 19, c'est la version Ashkenaz qui finit par Yishtabar, et la version séfarade par Yehallelucha. Et puis, une fois qu'on a fini le Hallel, on boit le 4e verre. Qu'est-ce qu'on fait avant de le boire? Une bracha, ça dépend. Certains diront, étant donné qu'on a fait la bracha sur le 3e verre, après le Birkat Hamazon, et qu'on a continué, alors on se base sur la bénédiction du 3e verre. Certains diront, non, étant donné que chaque verre est une mitzvah en soi, on fait à chaque fois la bénédiction, et ça dépend donc des minhagim. Donc vous verrez certains faisant la bénédiction, celles-là ne faisant pas. Quoi qu'il en soit, il est important que cette boisson se fasse, comment? Accoudée. C'est ainsi, n'est-ce pas? Très bien. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Non. Bracha acharona. À la gefen val piri à gefen. Évidemment. Une fois qu'on a fini la bracha acharona, en principe, le Seder est fini, mais c'est là que tout le monde se réveille pour chanter. Et alors, on chante des tas de choses, entre autres Adgadia, Echad Miyodea, Kilona et Chassal Sidur Pesach, tous ces machins-là. Il y a différentes opinions. Et une fois qu'on a fini tout ça, on fait le Shirachirim. Certains disent le Shirachirim, le Cantique des Cantiques, qui est un chant d'amour entre Israël et son Créateur, qui est récité pendant la nuit du Seder. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait tout ça? Non, on continue à parler de la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'on s'endorme. C'est-à-dire quoi parler de la sortie d'Égypte? C'est-à-dire étudier des choses qui ont rapport avec la sortie d'Égypte. En général, ça ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire que, en général, ça continue pendant 1 minute et 27 secondes. En général, ça tient, et puis après, voilà, c'est fini. On débarrasse la table, évidemment. On aide maman. D'accord? Oui? Ah, quand vous dites parler de la sortie d'Égypte, il y a quoi à dire? Bah, je sais pas, il y a des midrashim, il y a des tas de machins. Ouais, il y a des livres qui traitent de ça. Oui? La sortie de la galoute dans nos jours, ça. C'est encore mieux, oui. On peut parler également de la sortie de notre galoute. On peut parler de politique, hein. Toute la Haggadah est un récit politique. Nous parlons d'être sorti de l'esclavage. D'accord? Donc, on fait tout ça. Maintenant, une fois qu'on a mangé la ficomane, il est interdit de manger quoi que ce soit. On peut boire de l'eau, on peut boire
Certains boivent une 5e coupe au milieu du Hallel. Et certains autorisent, ce qui n'est pas recommandé, le café. Il vaut mieux ne pas le faire parce qu'il faut garder le goût de la matzah dans sa bouche comme on gardait le goût du sacrifice de Pessah. De toute façon, vous n'allez quand même pas prendre un café alors que vous allez vous coucher. Oui. Brosser les dents. Pour le Hallel, qu'on dit à vite, lorsqu'on rentre, Oui. les femmes, elles n'ont pas fait ce Hallel. Ça n'a aucune importance. Elles ne sont pas obligées de le faire. Absolument pas. Non, c'est Absolument. marrant, se brosser les dents. Est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents? Certains l'autorisent. Je préfère ne pas le faire, toujours pour la même raison, de garder le goût. On peut une fois par an ne pas se brosser les dents, il ne s'est rien passé de mal. Oui. Ah, le L qu'on fait le soir, il est par rapport à quoi? Le Hallel, c'est parce que c'était le moment de la sortie d'Égypte. C'est pas par rapport au Corban? Alors bien sûr c'est par rapport au Corban, mais le Corban il se fait à ce moment-là pourquoi? Parce que c'est le moment où on est sorti d'Égypte. Oui. Qu'est-ce qui justifie qu'on le fasse aussi le soir, contrairement à d'autres fêtes comme Sukkot, etc. Pourquoi est-ce qu'on le fait aussi le soir? Il y a différentes opinions à ce propos. La première opinion, c'est celle du Khatam Sofer, qui est que, étant donné que le miracle s'est produit de nuit, donc il faut faire le Hallel la nuit. D'autres, par exemple le Chida, dit que le Hallel se fait de nuit parce qu'il y a eu un moment particulier dans l'histoire où tous les mondes spirituels sont montés en une fois d'un seul coup. Parce que c'était le moment de sortir de la servitude à l'indépendance. Ce qui veut dire qu'on ne peut réciter le Hallel le soir, d'après le Chida, que si l'événement fêté est un événement d'indépendance politique. Tiens donc. Certains... et donc il y a différentes opinions. En tout cas, ça a un rapport direct avec le Hallel qui est récité le soir de Yom HaAtzmaut, mais ça c'est le sujet d'une autre étude. Voilà. Maintenant, pour ceux qui font une deuxième nuit, par exemple, vous êtes dans une famille, vous êtes déjà des Israéliens, vous habitez en Israël, donc vous êtes tenu de faire un seul seder. Mais la famille, parfois, fait un deuxième seder. Vous pouvez tout à fait être présent, manger avec eux, même réciter la Haggadah. Simplement, vous ne faites pas les bénédictions à l'Achilat Matzah ou à l'Achilat Maror, ou bien à l'Israël, tout ça, vous ne faites pas, puisque vous en êtes déjà acquitté dans la nuit précédente. Oui. Pour un Boré Yeshiva en Israël qui est taillard et qui revient en France, est-ce que le statut de Boré Yeshiva le met pas tour justement d'une deuxième jour? Un célibataire. Un célibataire. Un célibataire qui est touriste en Israël, mais qui, pas simplement en tourisme de quelques jours, il est là parce que c'est ses études, n'est-ce pas? Eh bien, il est dispensé de faire le deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'il est susceptible de trouver son épouse. Étant donné que, si on a sa femme en Chutz Laaretz, qu'on y revient, alors c'est évident qu'on n'est pas habitant d'Eretz Israël. Mais la situation normale d'un juif, c'est d'habiter en Eretz Israël, donc il n'a pas besoin de faire le deuxième jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.